Chers amis de Beffrovision, nous sommes le 20 avril et nous sommes depuis l'hôtel de ville où Monsieur le maire va nous apporter quelques précisions concernant le fonctionnement de tous les services. Le coronavirus a modifié évidemment le fonctionnement général de la planète, on l'a bien vu, et le CATO, comme partout en France, eh bien, il a fallu s'adapter. On ne rappellera pas à tous nos auditeurs l'importance d'appliquer toutes les règles, les barrières afin de se protéger. Le Nord est apparemment bien touché, mais Monsieur le maire, qu'en est-il au CATO ? Bonjour tout d'abord à tous, cathésiennes et cathésiens. Je tiens quand même à saluer la présence de la régie télédistribution par câble et en l'occurrence de Beffrovision. Merci à Monsieur Villain et à Monsieur Claude Delcourt d'être ici présents parce que aussi là la RTC est confinée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation de présence, ça se fait uniquement sur le principe de volontariat. Et je tiens à vous remercier parce que c'est un moment de communication important. Caudry à BLC, Cambrai, Chéri FM et j'y suis bientôt. Et nous, on a la chance inouïe d'avoir la télé locale. Alors j'ai respecté le droit au confinement aussi et la protection des salariés à la télé locale, mais beaucoup de gens me demandaient d'intervenir. Je pense sincèrement qu'on vit une époque, pour répondre à Monsieur Villain, très difficile. Très difficile parce qu'on sort des habitudes, des chantiers battus. On revient pour certains plus de 60 ans en arrière, avec une privation de certaines de nos libertés, de se mouvoir, de bouger. Mais je pense sincèrement que l'enjeu est de taille. Je l'ai toujours dit. Face à ce problème de Covid, je l'appellerai Covid-19, il faut qu'on soit mobilisé. Alors les médias vous bombarde d'infos, de contre-infos, les réseaux sociaux. Moi, dès le début, j'ai senti que cette crise était beaucoup plus lourde et conséquente qu'elle n'y apparaissait. Et j'avais pris aussi des dispositions avec un arrêt de privation, entre guillemets, des libertés, un arrêt pour éviter les sorties de 20h à 5h du matin, ce qui permettait d'abord de resensibiliser la population, qui traînait de temps en temps dans les rues, d'aider la gendarmerie, puisqu'on a eu des renforts de gendarmerie, pour protéger la population, mais aussi pour protéger celles et ceux qui respectaient le confinement. Et on a eu 12 gendarmes supplémentaires qui sont venus en renfort. Je crois que l'enjeu est de taille. On ne marchande pas avec la santé. La santé, c'est le bien premier de tout individu. Et là, on est face à une crise hors du commun. Mais on a des atouts au CATO. Nous avons la chance inouïe, et c'est dans ces moments-là difficiles, que les gens doivent regarder la chance qu'on a d'avoir un pôle de santé hors du commun, public, privé, qui se sont mobilisés. Vous savez, moi je suis issu à un moment de ma vie de la santé. Je sais que dans les moments difficiles, les soignants, que ce soit les praticiens hospitaliers, les infirmiers, les aides-soignantes, que ça soit les sages-femmes, que ça soit tous les professionnels qui gravitent autour de la santé. On y rajoute, comme disait le Premier ministre, mais j'aime pas l'appellation, les seconds rangs, les ambulanciers, les pharmaciens, la médecine de ville et tout, les infirmiers libéraux, les kinés. Vous voyez qu'on est très nombreux, mais même à l'hôpital, on a mobilisé les gens qui transportent les patients, on a mobilisé à la fois les techniques, les médico-techniques, le labo et tout. Et bien tout ça au CATO, on a réussi. On a réussi parce que dès le début, il y a eu une prise de conscience réelle et j'ai participé à moult réunions au sein du pôle de santé et on a défini un circuit d'abord pour les urgences. Il fallait que l'on scinde les urgences, 2 entrées des urgences, les entrées suspectées de forte température et de Covid-19 et les entrées aux urgences dites traditionnelles. Et ça s'est fait dans une façon organisée. Après, on a rehaussé le lien avec l'imagerie médicale pour avoir, le cas échéant, des scanners un peu plus poussés quand il y avait doute, suspicion. Et puis, dernière phase, on a discuté avec la clinique des Hêtres qui nous a laissé à l'hôpital public un étage complet dédié au Covid supplémentaire de 20 lits. Alors aujourd'hui, vous dire qu'aujourd'hui la situation s'améliore, mais il faut toujours avoir le doute que tout peut revenir. C'est pas parce qu'on a gagné une première étape, il y a une deuxième manche qui va être dure. Et moi, j'insiste, ne tombez pas dans cette euphorie médiatique qui dit que le 11 mai, c'est la date où on peut sortir, où on peut faire tout et n'importe quoi, où on peut aller se saluer, s'embrasser. Le risque est toujours là.
Et cette mobilisation, on l'a eu aussi en direction de nos aînés. N'oubliez pas qu'au Cateau, on a 2 EHPAD. On a des aînés qui sont domiciliés chez eux et qu'on suit profondément avec notre service CCAS et nos aides-soignantes qui ont fait un travail extraordinaire. Nos aides-soignantes à l'hôpital, c'est notre école qui a ouvert le 1er janvier. Et bien spontanément, les 15 ont été renforcés, l'hôpital public. Nos aides ménagères au nombre de 12 ont continué leur action vis-à-vis des personnes âgées. Et à l'époque, je les salue parce qu'il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas tout ce qu'on parlait. On a démarré sans rien. Mais on l'a fait et elles l'ont fait pour le bien-être. Parce que la solidarité, c'est ce qui prime en France. Et quand on touche à la santé, on touche à l'essentiel. Mais je répète tout ça. Moi, je suis toujours émerveillé. J'ai vécu à Boubeuge des périodes de tempête. J'ai vécu des moments difficiles dans la santé à Valenciennes avec la grippe H1N1. Le monde de la santé, c'est dans les moments difficiles faire fi de ces différences et être soudés. Et je pense qu'il faut les mettre en honneur, il faut les continuer, tout comme les pompiers, les ambulanciers, tout comme je dis, tous ceux qui actuellement aident à la vie sociale de la ville. Je pense bien entendu à nos caissières quand même, que l'on voit quelquefois dans les magasins et que les citoyens ne sont pas toujours agréables, aux transporteurs, à nos éboueurs qui continuent à passer en ville, à tous ceux qui maintiennent ce ciment de ville. Voilà la première réponse que je voulais apporter. Alors, nous avons eu des cas, je dirais, suspectés de Covid, puisqu'on est d'abord suspecté, vous savez, on n'a pas tous les éléments. Actuellement, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas encore parfait pour arriver à diagnostiquer le Covid. On a suivi dans ces préparations. Et bien entendu, quand la situation devient plus grave, il y avait transfert du patient. Transfert du patient vers des services où il y a de la réanimation. Au Cateau, on a quasiment tous les services, excepté la réanimation. Bon, avoir un service de réanimation, ça coûte énormément cher et des médecins réanimateurs, compte tenu de la démographie médicale, c'est compliqué. Donc on ventilait quand même, et la prise en charge se faisait au Cateau. On ventilait soit sur Cambrai ou Valenciennes quand le cas devenait beaucoup plus grave. Donc on a eu des gens suspectés, on a eu des gens qui avaient le Covid, on a eu aussi des décès. Fort heureusement, actuellement, pour nos EHPAD, c'est hyper protégé parce que les mesures de sécurité ont été prises depuis le début. Le Cateau ne peut pas être exonéré de la carte démographique sanitaire. On vit dans un pays, dans une région qui a été profondément touchée, mais je pense qu'on avait un atout fort au Cateau. C'est que, en confinant les gens, il y a moins de mobilité. Et comme on est un hôpital semi-urbain, semi-rural, moins de gens venaient de l'extérieur pour au Cateau. Donc il y avait moins de risques de propagation. Mais encore, merci à tous ces professionnels de santé. Monsieur le maire, concernant le dépistage, qu'est-ce qui va être mis en œuvre sur le Cateau ? On a commencé à faire du dépistage d'abord pour les soignants. En priorité, parce que ce sont ceux qui sont au contact des patients et des potentiels gens qui portent des germes du Covid. Le laboratoire CELEM a aussi fait du dépistage pour les professionnels. Le débat sur le dépistage, je ne vais pas rentrer dans des données scientifiques, mais j'écoute beaucoup, je suis beaucoup en relation avec l'hôpital, à Valenciennes avec des professionnels de santé. Nous avons 2 possibilités de dépistage. C'est ce qu'on voit souvent à la télé, c'est le test nasal, un prélèvement dans le nez. Bon, l'avantage de ce dépistage, c'est que c'est rapide. Bon, c'est un peu douloureux, mais très peu. Et on a le résultat 24 heures ou 48 heures après. Mais le risque de ce dépistage, c'est que le résultat ne peut pas être assuré à 100%. Il y a des risques d'erreur. C'est le premier. Le deuxièmement, c'est un dépistage à un moment T. On peut vous faire le dépistage aujourd'hui et le lendemain que vous ayez le Covid-19. Le deuxième qui me paraît beaucoup plus positive, c'est ce qu'on appelle la sérologie, c'est-à-dire la prise de sang. On vous prend du sang et on l'envoie et on l'analyse. Là, on peut voir si vous avez eu dans votre corps déjà le Covid, si vous avez généré des anticorps, et potentiellement, on ne sait pas encore actuellement, vous savez, la science humaine est complexe, si vous pouvez retrouver le Covid après l'avoir eu une première fois.
Ça, c'est des statistiques, ça dépend des individus. Mais je pense que le dépistage, il faudra l'amplifier. Bon, hier, j'écoutais Monsieur le Premier ministre, il a annoncé de passer à 500 000 cas de dépistage vers la mi-mai au mieux. Mais je pense qu'il ne faut pas toujours vivre dans l'angoisse. Une petite fièvre, ça y est, j'ai le Covid. Une angoisse, on l'a tous, le stress, parce que les médias sont là, certes, pour nous informer, mais ils créent beaucoup de stress. Voilà. Et après, il y aura, moi, ce que j'ai dit, on sort du confinement, on ne va pas sortir facile. J'ai toujours dit, et je réaffirme, que les vaccins ne sortiront pas cette année. Ils sortiront au mieux l'année prochaine. Ce que vous verrez plus dans les hôpitaux, parce que on en parlera beaucoup moins, on aura des structures en médecine, des services de médecine affectés au Covid pour le suivi de patients à un moment donné de leur vie. C'est pas pour que tous aillent après en réa. Très peu vont en réa sur les patients. On a phosphoré sur 100 patients, très peu vont en réa et fort heureusement peu décèdent, parce qu'en réa aussi, vous avez des services, des personnes qui ont des polypathologies, qui sont plus susceptibles d'avoir le Covid, mais vous avez des personnes qui n'ont pas le Covid et qui malheureusement décèdent dans les services de réa ou de soins intensifs que l'on a chez nous aussi au Cateau. Pour que les différents services de la commune continuent à fonctionner, qu'est-ce qui a été mis en œuvre depuis le 17 mars au Cateau ? Alors, on s'est mobilisé parce que je tiens à saluer l'effort de tous mes collaborateurs dans tous les domaines. Quelquefois, c'est pas sensible à la population. Je rappelle que le confinement, on ne peut pas faire travailler des gens qui ont des pathologies, qui peuvent être en conflit avec ce virus, et on ne peut pas faire non plus, dans le confinement, travailler des gens qui ont des enfants de moins de 16 ans à l'époque, parce qu'il fallait les garder à domicile. Alors, on a essayé de développer, quand c'est possible pour l'administratif, le travail, mais on ne peut pas obliger les gens à venir travailler. C'est du droit syndical, c'est la liberté. Néanmoins, l'ensemble du personnel, on a mis des permanences assez longues. À la mairie, du lundi au vendredi, de 10h à 16h, vous avez une réponse à l'appel téléphonique. Nous avons 2 agents en permanence. Nous avons en plus un maintien de service d'état civil sur rendez-vous. Parce que aussi, on fait beaucoup d'actes d'état civil, certes. On fait des actes de décès parce que le pôle de santé rayonne un peu partout. Mais aussi, fort heureusement, on fait les actes de naissance. Il y a des délais pour enregistrer la naissance. Donc ça se fait sur rendez-vous ici. Et on répond, bien sûr, au téléphone, on réconforte, on réoriente les demandes de nos citoyens. Le deuxième point, les services techniques. Il y avait une permanence de secrétariat. Il y a toujours cette permanence pour les répondre aux questions des citoyens, pour faire tous les documents d'urbanisme, et cette permanence est accompagnée de la présence de 2 collaborateurs techniques pour tourner en ville, regarder la propreté, les matériaux enlevés, faire des petites interventions. Après, le point important quand même, c'est notre centre social. Je le répéterai jamais assez, ça c'est le domaine de Brigitte Grenier et aussi de Joanne Manès, nous avons 10 à 12 aides ménagères. C'est quoi une aide ménagère ? C'est une personne qui va rencontrer les personnes âgées et qui a un contact. On n'a jamais rompu ce contact. Et je peux vous dire que je suis fier d'un service d'aide ménagère, puisqu'on n'avait pas le droit au masque, on n'était pas reconnu comme une assoce, puisque ça dépendait de la ville. On s'est débrouillé, on a continué le service. Après, avec Joël, on a listé 700 personnes âgées de plus de 70 ans. On leur a fait la communication, on leur donnait des numéros de téléphone en cas de besoin, on a essayé de rompre l'isolement, on a essayé de les contacter, etc., etc. Donc c'est un boulot énorme qui a été fait. La police municipale a tourné à 50%. Il y avait 2 policiers tous les jours de 10h à 16h. Après, la bibliothèque. La bibliothèque, pour moi, c'est un service public. Et là, avec Joseph Modarelli et avec la responsable de la bibliothèque, on a créé ce qu'on appelle un drive, où maintenant on peut prendre des livres, les échanger, mais tout ça en respectant des normes d'hygiène. Et puis, beaucoup de services, tous les services municipaux se sont mobilisés.
Mais là, je fais une deuxième phase de mobilisation, j'espère à partir de la semaine prochaine au plus tard, pour retravailler dans les conditions normales. Parce que on a beau me dire le télétravail ne permet pas les échanges humains corrects et ne permet pas une mobilisation, une réponse rapide. Donc il faut que maintenant on bascule. Jusqu'au 11 mai, ça sera que sur le principe de volontariat. Mais aujourd'hui, je vois que mon personnel de l'agglo, qui est situé sur le Cateau, a répondu technique à 80% à la reprise d'activité volontairement. Je pense qu'il y a un sentiment, quand on est dans la fonction publique territoriale, que l'on rend service au public. Alors, comme vous venez de l'indiquer, le Premier ministre vient d'évoquer longuement que le déconfinement se fera à partir du 11 mai, mais progressivement. Comment vont s'organiser les services de la commune? On pense aux cartes d'identité, on pense aux rendez-vous au niveau de l'état civil. Comment vous allez vous organiser? Si vous voulez, on s'est déjà réunis pour enclencher. Bon, il n'y a jamais eu de rupture dans la chaîne du service public. Vous parliez des actes d'état civil, on les a continués. On peut aussi saisir sur Internet pour celles et ceux qui sont FANA. Sinon, mon service d'état civil, mes 2 collaboratrices à l'état civil ont toujours assuré une permanence, soit téléphonique, soit présence réelle. La police a repris les choses en main, donc les cartes d'identité et les passeports sont bien en cours, et pas plus tard que ce matin, je voyais Loïc Gervais, le chef de police, il a relancé l'État aussi, pour qu'on nous ramène les passeports et autres, et les accords, pour aller beaucoup plus vite, et puis pour qu'on soit efficient à partir du 4 mai, une semaine avant cette date. Donc, il n'y a jamais eu de rupture du service public. J'ai oublié de dire tout à l'heure le service des sports. On a fermé, bien sûr, le palais des sports. Mais sauf un collaborateur qui a des pathologies, tout le personnel a été rapatrié au service technique. Donc, si vous voulez, il y a quand même un fonctionnement. Moi, je souhaite que pour le 4 mai, une semaine avant, nous ayons retrouvé l'ensemble des services en fonctionnement. Mais ça dépend pas que de moi, ça dépend de la liberté des représentants du personnel et de chaque personne de bien vouloir réintégrer sa fonction et sa mission. D'un point de vue pratique, on a vu que même si le ramassage des ordures se faisait de manière régulière, les ramassages ont repris, surtout pour le verre. Oui, alors c'est un peu plus compliqué parce que là, on traite par un syndicat qui est le CIAVET, qui regroupe beaucoup d'agglos, et surtout, on vit de la contrainte de l'État, de monsieur le préfet de région, qui a souvent raison. Donc, moi, je me suis battu dans des réunions à Lille et puis à Douchy-les-Mines, au siège du syndicat, pour dire maintenez-moi la collecte des ordures ménagères, puisqu'à un moment donné, certains voulaient qu'on mette des bennes et qu'on aille jeter. J'ai dit non. Les ordures ménagères, pour moi, ça rentre dans un circuit sanitaire. Ne laisser des ordures ménagères pendant 15 jours, 3 semaines, ça devient dangereux. C'est là où on amène d'autres possibilités, développement des rats, de l'hygiène, et on peut aggraver les situations. Donc ça, moi, je tiens à saluer la société qui est prestataire de services, mais surtout à saluer nos collègues qui sont éboueurs, qui courent derrière le camion. Les gens, ils oublient que lorsqu'ils sont chez eux ou qu'ils ne travaillent pas, qu'il y a des gens qui travaillent volontairement et spontanément. Donc je les salue vivement. Après, on a demandé à refaire le verre, c'est reparti. On a essayé de faire une collecte des déchets verts. Bon, j'étais assez nuancé. Et les ouvertures de déchetterie, si vous voulez, Monsieur Villain, c'est pas d'actualité. Monsieur le préfet ne veut pas, puisque c'est ramener beaucoup de gens sur les routes, alors qu'on sort d'un principe, on est toujours dans le confinement. Je pense que les déchetteries rouvriront, je pense, vers le 11 mai, ou peut-être avant, mais il faudra que le préfet autorise, dans les cadres de déplacement, se rendre à la déchetterie. Mais je peux le comprendre, 1 heure de déplacement de sortie, pour aller à la déchetterie, si vous habitez Lagroise ou Roger de Beaulieu, venir à la déchetterie, repartir, et imaginez-vous d'un seul coup les files d'attente devant la déchetterie. Il faut aussi qu'on protège les salariés de la déchetterie. Alors par contre, la collecte des encombrants à partir du 27 avril est possible. Depuis le 17 avril d'ailleurs, si on appelle au 0969 391 089, apparemment les gens, plutôt que d'aller mettre ça dans Exactement. Dans les chemins, ils peuvent faire appel. Oui. Alors ça, c'est un service que l'on rendait avant le confinement et on a décidé de le rendre. C'est-à-dire que c'est nos services qui se déplacent pour les encombrants. Il faut prendre rendez-vous et pour essayer aussi, il y a un enjeu derrière, c'est qu'il y ait moins de gens qui viennent à la déchetterie.
C'est un service qu'on va rendre progressivement. Et là aussi, c'est les salariés qui ont accepté de se remettre sur d'autres camions pour enclencher ce service. Une autre question, nos petits commerces, les artisans sont particulièrement touchés, vous le savez. Quelles sont les aides que la ville va assurer indépendamment des aides d'État ? Je ne vais pas être catastrophique parce que crise sanitaire, crise sociale et crise économique. Je pense que c'est eux qui seront le plus touchés à la sortie de la crise. Et je le dis sincèrement. Je le dis sincèrement. Alors l'État, la région a bien protégé, et heureusement, les très grosses entreprises qui ont des services, qui vont avoir des aides financières, c'est-à-dire par directement l'État ou la région, c'est le rôle pour maintenir l'emploi. Ils auront aussi des emprunts garantis par l'État à taux zéro, ils ont beaucoup d'aides. Et il reste cette catégorie de petits commerçants et artisans. Alors moi je suis sensible au commerce et à l'artisanat, je vais le dire en étant humble, je suis la seule commune qui est arrivée à passer un arrêté approuvé par monsieur le préfet pour aider en subvention directe. C'est-à-dire on va verser une subvention, une aide aux commerçants et aux petits artisans. Non remboursable. Non remboursable, c'est le principe de la subvention. Beaucoup de collectivités font des avances remboursables, c'est-à-dire qu'on vous prête 1 000 €, il faudra rembourser en 2021. Moi, j'ai vu qu'il y avait une brèche. Une brèche, c'est compliqué, vous expliquez dans les statuts de l'AGLO, de l'État, il y avait une ouverture et j'ai pu verser cette subvention directe. Alors, elle n'est pas énorme, mais il faut savoir que si nos amis commerçants et artisans font déjà sur le site impôts.couv.fr, ils peuvent déjà avoir dans leur catégorie socio-professionnelle, je reste commerce TPE de moins de 5 salariés et puis artisans, ils peuvent déjà avoir pour le mois d'avril une aide de 1 500 € qui va peut-être être augmentée au mois de mai et portée à 2 500 puisque la région va venir abonder. Eh ben nous, la ville du Cateau, on le met en une fois, mais l'enveloppe est quand même conséquente, c'est 80 000 € pour une ville de 7 000 habitants. On va offrir 1 000 € en plus. Et on est en cours avec mon service, avec Marie Seripa, pour faire les premiers mandatements. On demande d'abord la preuve que le commerçant, l'artisan a fait la démarche à ce fonds de solidarité national et on abondera 1 000 € pour les commerçants artisans et on fera aussi, parce on a tendance à les oublier, on fera 500 € pour les commerçants non sédentaires et ceux qui ne sont pas toujours éligibles à des procédés d'aide. Voilà un peu l'esprit. Et je crois qu'on va souffrir. Alors, il y a des métiers, j'espère que nos fleuristes, nos opticiens, tous ces métiers-là vont pouvoir rouvrir le 11 mai. Les coiffeurs, parce que, alors là, j'ai quelques personnes que je rencontre dans le Cateau, ils sont changés de look. Moi, j'ai eu la chance inouïe, j'étais passé juste avant. Et puis, hier, le ministre l'a dit, et le Premier ministre, mais on peut le comprendre, les cafés ne s'ouvrent pas et les restaurants non plus. Voilà, alors il faut être pragmatique, réaliste, il faut être solidaire. Je pense que c'est dans ces moments difficiles qu'il faut être solidaire. Alors, je suis outré, d'un autre côté, j'ai toujours cet esprit révolutionnaire, c'est que la crise va encore profiter à des grandes surfaces. Parce qu'on ouvre le dimanche matin, le dimanche de Pâques c'était ouvert, le lundi de Pâques c'était ouvert, et on continue avec des commandes par Internet. Alors que nos commerçants font des efforts. Ils sont en train d'évoluer, de se restructurer, de faire des drives, de changer leur comportement. Et là, je le dis franchement, celles et ceux qui prendront ce volet, ce cheminement de comportement, ils arriveront à rebondir. C'est un moment où on doit se remettre en question. Mais c'est très difficile pour eux, et j'en suis convaincu. Alors, concernant les aides au niveau de la communauté de l'agglomération, vous allez apparemment mettre en place un fonds de solidarité territoriale, oui, encore à destination des artisans et commerçants. Oui. Comment vous allez mettre ça en place ? Alors, pour les entreprises, on est partenariat avec la région. Convention, région, EPCI. Et puis on s'est aperçu, en réfléchissant avec mon bureau de l'AGLO, qu'il y avait des gens qui échappaient à tout cela. Et c'était encore les TPE de moins de 5 salariés, les commerçants et les artisans. Donc on a décidé de venir
abondé, parce qu'on n'avait pas d'autres cas, par une avance remboursable, c'est-à-dire d'engager sur un dossier 1 200 € à ces personnes-là, remboursable à raison de 100 € à partir du 1er janvier 2021 sur 10 ans. Ça va sur un an. Ça va alimenter leur trésorerie. Après, on s'est aperçu, puisque l'agglo participe beaucoup au commerce local, aux entreprises, aux petits artisans, on a une enveloppe chaque année de 200 000 € qui est toujours épuisée, on s'est aperçu qu'il y en a qui rentrent dans aucune des catégories. Donc on va étudier sur dossier. Pourquoi ils rentrent pas dans des catégories ? Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont installés, parce qu'ils viennent de faire des investissements conséquents auxquels nous on a participé. Donc là on va donner, on a le droit par dérogation, une subvention entre 500 et 1 000 €, c'est des études de dossier qui seront co-gérées par les vice-présidents de l'agglo, et on essaye d'aller vite. Donc là aussi, il faut se rapprocher du site de la communauté d'agglo, la CA2C, pour déposer vos dossiers. Quelquefois, vous pouvez avoir le fonds de financement État-région, l'agglo, et pour certains, vous pouvez aussi avoir le fonds de financement de la ville du Cateau. J'ai oublié de dire que la ville du Cateau n'intervient que pour ces commerçants et artisans qui ont une activité au Cateau. Parce que là, en ce moment, je suis débordé à Ors, Bazuel, et vous connaissez bien, tout le monde voudrait, mais moi, je travaille avec, c'est une position de la ville. Dernière question, vous savez qu'il y a une distribution de masques qui est apparemment programmée pour l'ensemble des habitants des Hauts-de-France. Comment allez-vous procéder ? Est-ce que vous avez des explications à nous donner ? Oui, il y a plusieurs explications. On voit apparaître des tas de choses dans la presse. C'est la course au masque. C'est l'angoisse qu'on dit, le citoyen lui faut un masque. Moi, j'ai toujours été convaincu que le masque n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est la barrière de protection, les gestes protecteurs. Il suffit que tout le monde ait chez soi un savon, se laver les mains couramment, chez soi ou en sortant, ou en rentrant. C'est déjà le premier geste. La barrière, c'est la barrière physique, c'est la distance. Vous vous promenez, vous allez faire vos courses, gardez 1 mètre, 1,50 m de nuance. Puisqu'on sait bien, c'est à partir de postillons, de choses qui est dans l'air que l'on peut attraper le Covid. Alors, il faut toujours avoir chez soi ou sur soi. Je suis pas le meilleur exemple parce que je me comporte pas toujours dans le bon sens. Des gels hydroalcooliques pour vous frotter les mains régulièrement, un masque que vous pouvez prendre si vous bougez beaucoup. Je vous avouerai que je fais beaucoup de réunions avec la santé et dans les réunions, on ne porte pas de masque puisqu'on est respectueux des distances, du lavage des mains en rentrant et en sortant. Et puis après, des choses tout simples. Abandonnez les mouchoirs en tissu, prenez des mouchoirs en papier. Et si vous avez envie de vous mouchez dans un mouchoir en papier, vous ne le remettez pas dans votre veste, vous le mettez dans votre poubelle, et surtout, vous ne le jetez pas sur le bord de la route. Voilà, je pense que c'est des gestes qui peuvent diminuer considérablement. Alors, l'histoire des masques, je vais essayer de vous répondre au mieux. Il y a des masques qui viennent du monde de la santé, ce qu'on appelle dans le domaine de la santé, je ne vais pas être trop technique, des FFP2 ou des masques de chirurgiens. C'est des masques papier. Certaines communes en distribuent. J'en avais commandé 20 000 et je pense que je vais les remettre plutôt aux professionnels de santé, puisque ces masques papier n'ont une durée de vie que de 4 heures. Il faut être franc avec les gens. C'est parce que les gens vont sortir aujourd'hui avec un masque papier, dans 3 jours ils auront encore le même. Non. Ça devient même dangereux de porter un masque papier. Le seul fait d'avoir un masque, ça évite de toucher toujours au visage. Et puis, nous avons opté, j'ai longtemps réfléchi, il y a des actions qui sont faites par des particuliers, des assos pour livrer des masques. Et c'est très bien. Mais moi, j'ai une responsabilité de maire. Je dois donner à mes citoyens que des masques agréés. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu le label de la santé. Alors j'ai souscrit, et je pense qu'il y a beaucoup de maires qui ont souscrit comme ça, à la région des Hauts-de-France, qui vont livrer 6 millions de masques pour tous les habitants, un masque réutilisable entre 20 et 25 fois. Je rappelle qu'en confinement, vous n'êtes pas obligé de sortir tous les jours. Le but, c'est de ne faire pas les courses tous les jours. Et donc, je fais partie de celles et de ceux, comme beaucoup de maires, qui ont commandé ces masques. Nous, on a commandé pour notre population. En plus, deuxième volet, je ferai partie, j'ai demandé à Xavier Bertrand, notre président,
qui a été, une fois de plus, très intelligent, puisque les masques que la région a commandés, profitant de pouvoir sortir des marchés européens, puisque c'est un cas d'urgence premier, le confinement, va faire travailler toutes les entreprises des Hauts-de-France, des 5 départements. Mais il faut aussi savoir que le textile, c'était une industrie florissante, et c'est une industrie qui avait beaucoup de salariés. Donc c'est un pari double, c'est un pari économique, relancer l'emploi. D'abord la sécurité des gens et relancer l'emploi. Et je pense que ça va se faire. Donc ces masques vont arriver. Dès qu'on les a, on les distribuera, on va organiser, on a déjà réfléchi, on a déjà mis un comité en place. On est en train de réfléchir pour donner les masques, c'est un par personne, y compris les enfants de plus de 16 ans, parce que vous savez que pour les adultes, semi-adultes, adolescents, plus de 16 ans, pour les enfants, il n'y a pas de solution, et eux ne prennent pas, ils peuvent prendre le Covid, mais ils peuvent le transmettre assez facilement. Donc on va organiser, je pense qu'on reviendra à Beffroy-Vision pour vous dire, quand on aura les masques, l'organisation. Entre nous, je ne vais pas faire la distribution des masques uniquement à l'hôtel de ville, parce que je ne veux pas ramener du monde sur une période très courte qui se remélange et autres. Donc je pense qu'on trouvera 5 sites éclatés dans nos quartiers et on refera une distribution de masques. Mais laissez-moi un peu le temps, ce que vous demandez au gouvernement pour le 11 mai, laissez-moi encore une semaine ou 10 jours pour vous dire comment on va distribuer les dates. Actuellement, tout est parti en commande. On ne sait pas quand on va être livré. Vous savez, les images de la télé, j'étais furax hier quand je vois le plus grand porteur en aviation russe, qui ramène et on met ça à la télé, des masques pour une entreprise privée. On peut penser déjà à nos hôpitaux, à nos structures soignantes. Bon, le gouvernement dit qu'à production de 17 millions de masques par semaine, on sera pour le 11 février à jour pour tous les problèmes de santé, je l'espère. Mais voilà ce que je voulais dire, parce que les masques, c'est plus obligatoire, c'est un complément aux gestes barrières. C'est tout ça qui est essentiel. Tout ça. Le masque, ça peut vous assurer pour sortir. Mais vous savez, il y avait possibilité de mettre une écharpe, si vous la lavez régulièrement. Parce que le masque, c'est pas pratique. Quand vous êtes dans des réunions, dans des discussions, on vous comprend pas. La preuve, c'est que je suis à la télé, on a pris tous les gestes barrières, on a gardé nos distances, on a fait le micro, j'ai mis de la solution hydroalcoolique, j'en ai sur les mains, etc. On a tout fait pour réussir. Donc, ayez toujours ce réflexe. Et quand vous allez faire les courses, regardez bien, parce que c'est pas toujours fait, les caddies, prenez, mettez-en sur les caddies. Si les gants, vous les supportez, vous pouvez mettre des gants, mais quand vous rentrez, il faut tout jeter, il faut vous laver à l'eau chaude avec du savon. Mais à l'intérieur de chez vous, si personne d'autre ne pénètre, c'est pas la peine de mettre un masque. Voilà ce que je voulais dire. C'est très dangereux cette période. Il ne faut pas qu'il y ait de relâchement dans l'action. Il faut rester confiné. Alors le Premier ministre a dit, moi je crois que le confinement ira beaucoup plus loin que le 11 mai. Puisque pour les vacances, il répondait pour les vacances, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui vont arrêter. Nous, on a déjà pris des dispositions pour des manifestations, pour des fêtes. Et on s'interroge, tout comme le maire de Cambrai pour le 15 août, tout comme Maroilles, tout comme tout ça, on s'interroge sur d'autres fêtes qui n'auront peut-être pas lieu, même en septembre. Je le dis, pour l'instant, je n'ai pas pris de décision. Mais il faut éviter de se regrouper en nombre. Voilà. Monsieur le maire, merci pour cette interview. Et puis, on espère que tout va rentrer dans l'ordre, mais en prenant toutes les précautions que l'on sait. Mais je voulais simplement vous dire merci, parce que ça me permet d'être en liaison directe avec la population. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, puisque je suis complètement immiscé dans cette problématique. Mais surtout, je dis aux Cathésiennes et Cathésiens, pensez à celles aussi qui sont seules, pensez à celles et ceux qui travaillent pour vous sauver, pour vous protéger la santé. Pensez à nos gendarmes, à nos policiers, à nos pompiers, aux ambulanciers. Pensez à tous celles et tous ceux qui vous aident dans la vie de tous les jours. On est dans une société de vivre ensemble. Et je l'ai toujours dit, demain ne sera pas comme hier. Les choses vont changer. J'ai même pas parlé de défis économiques, c'est beaucoup trop tôt. Mais on va devoir rechanger sur des valeurs peut-être que
Dans la vie, il y a toujours des mauvais moments qui vous donnent des moments positifs. Et j'espère que la solidarité, ça sera ce moment positif. Merci à vous et au plaisir d'une future rencontre. Et merci à Beffroi Vision.